Salut Alexandre, Salut Seb. bienvenue, on est sur Tech45 pour parler de ta boîte, Neuralk. Tu es dans l'IA, tu vas tout nous raconter dans un instant, ton parcours, ce que tu proposes, où est-ce que tu en es, ta vision aussi à l'ère des LLM, mais sachant que toi tu fais carrément un pas de côté et puis tu auras droit, comme tout le monde, hein, au bout de 40 minutes, aux questions rituelles, on va dire, de ce podcast, à savoir donc ton meilleur moment chez Neuralk depuis la création, ton moins bon, le truc dont tu es le plus fier. Est-ce que tu as un conseil pour les entrepreneurs, notamment les primo, on va dire, primo-accédants, enfin les wannabe entrepreneurs. Et puis, qui tu nous conseilles de venir après toi donc, sur ce rendez-vous. Je te présente en deux mots. Donc, tu es data scientist de formation. Tu es passé aussi par des belles startups françaises. Je pense à Stuart, je pense à Appen. Tu es doctorant. Enfin, tu as fait ton doctorat donc, pendant 4 ans avant de lancer ta boîte à la rentrée 2023. Donc, c'était il y a quasiment 3 ans maintenant. On enregistre là, chez Orso Média dans Paris 17e, rue de Saussure. Il fait littéralement 40 degrés dehors. Donc, si vous écoutez ça à la Toussaint ou à Noël, ça n'a aucun intérêt. Mais sachez que on a bravé la chaleur pour être avec vous. On triche parce que maintenant, on a une petite clim qui marche bien au-dessus de nous. Donc, tu es bien installé, Alexandre, ouais. Tout est parfait. Bon. Tu construis effectivement avec Neuralk une infrastructure prédictive, et c'est le mot qu'on va entendre et je pense bastonner pendant 3/4 d'heure. Alors c'est B2B, hein, c'est pas pour le tout à chacun. Pour l'instant, peut-être que ça évoluera un jour. Et donc c'est un seul modèle que tu fais avec tes équipes pour alimenter les pipelines en général, donc les pipelines de tous les secteurs, tous les cas d'usage. Tu commences par le churn client, on va dire la vente, la demande, la fraude aussi, gros cas très intéressant, j'imagine, notamment dans des secteurs comme l'assurance. Vous êtes une petite équipe pour l'instant très resserrée. On dit d'ailleurs que tu es sur la taille idéale, 20-25 personnes, donc c'est la taille aujourd'hui de Neuralk. Peut-être que vous allez grossir parce que tu es pour l'instant en amorçage, c'est ça, hein, On a fait un tour de précide il y a 2 ans. Ouais, taux de précide il y a 2 ans, tu avais levé 4 millions. Exact. À l'époque, et donc tu relèveras, j'imagine, tôt ou tard, 4 millions de dollars. Vous êtes toujours basé à Station F? Non, on est au Morning Saint-Lazare. Ah, vous avez bougé, bah oui, je suis Ouais. bête. Ouais. Donc, vous étiez basé à Station F, mais quand on est 20, c'est compliqué. On a bougé en début d'année. Je suis bête parce que tu me l'as dit il y a moins de 5 minutes. Tu t'es demandé d'où tu venais, tu m'as dit je viens du Morning près de Saint-Lazare, donc forcément. Voilà, j'ai les fils qui se touchent, j'aurais dû retenir. Peu importe, c'est pas très intéressant. Enfin, pour ceux qui nous écoutent. Avant donc d'en venir à ta boîte et de se projeter sur ce qui s'est passé depuis près de 3 ans maintenant, raconte-nous ton parcours. J'ai dit que tu étais PhD. Tu as fait quoi avant d'être entrepreneur et avec tes associés de lancer Neuralk? Raconte-nous. Ouais, j'ai un background d'ingé. Je fais 1 an en data science dans des startups françaises. Puis après, je suis parti faire 4 ans de doctorat à l'INRIA. Donc l'INRIA, c'est l'un des plus beaux labos français. Il y a une quantité de talent qui est juste phénoménale. Pas mal de grands entrepreneurs qui viennent de ce monde-là, notamment Arthur Mensch, qui faisait partie de l'équipe dans laquelle j'étais à l'INRIA, qui s'appelait Parietal, qui a changé, qui s'est splitté en Mind et Soda. Et donc, Là, on est en quelle année? On est quand, rappelle-nous? le split a eu... Enfin, j'ai fait ma thèse de 2019 à 2023. Ok. Vous êtes combien donc avec Arthur? Là, c'est un batch de combien de personnes dans le programme? Arthur est passé un peu avant, Ok. mais l'équipe faisait entre 40 et 50 personnes Ok. qui ont été splittées en 2 plus petites équipes qui ont continué de grandir. Mais non, c'est notamment avec les progrès aujourd'hui en IA, tu as pas mal de travaux issus de ces équipes-là qui sont valorisés, qui créent de très jolies startups. Enfin, parce qu'on a eu beaucoup de chercheurs en France, mais qui restaient un peu dans l'ombre. Là, maintenant, j'ai envie de dire, vous passez alors, soit sur de la création pure comme toi, soit sur du spin-off. C'est vrai, sur d'autres organismes, mais l'INRIA en fait partie. Vous rentrez dans l'arène du business, là, c'est pas mal. Il y a eu un vrai shift dans les mentalités. Au lieu de soit de rester sur des projets très académiques ou même de partir aux US dans des startups ou de rejoindre des startups existantes, tu as pas mal de personnes qui prennent le risque de se lancer. Je sais pas ce qui a déclenché ce shift, mais en tout cas, on le voit clairement. Le nombre de startups en IA, il explose. Le nombre de fonds levés par les startups françaises et même européennes a complètement explosé là sur les dernières années. Donc ça fait plaisir de voir la valorisation de tous les assets tech français. Qu'est-ce que tu as compris, toi, à l'INRIA, qui t'a justement donné ce déclic? Peut-être que tu l'avais eu avant, d'ailleurs, je sais pas. Raconte-nous. Pour l'entrepreneuriat, Ouais. j'avais
l'envie de faire l'entrepreneuriat bien avant. À Centrale, j'étais en filière entrepreneuriat et je commençais déjà à travailler sur un projet en phytopathologie en phytopathologie. L'idée, c'était de détecter les maladies de plantes à partir d'images. À partir d'images. J'ai Les détecter pour les traiter pour derrière. les traiter. Ouais. Et toujours pareil dans le mode prédictif, genre là on voit ça, ça sur les feuilles, je sais pas quoi. Exactement. se Détecter passer les ça. maladies, détecter potentiellement étendre ça à un manque d'eau, à des attaques d'insectes. C'est pas un projet qui m'a porté plus que ça. J'ai pas réussi à m'associer. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que tu trouves un projet qui a vraiment transcendé, sur lequel tu te projettes sur des années et sur lequel tu as à la fois de la crédibilité et l'expertise, une expertise deep pour comprendre ce que tu développes et le potentiel que ça a pour le futur. Il y a 2 sujets qui me tenaient à cœur, les neurosciences et l'IA. À l'époque, on n'appelait pas ça vraiment de l'IA, on appelait ça du NLP ou du machine learning. Et donc, j'ai fait une thèse en neurosciences computationnelles, maintenant on appelle ça neuro-AI. C'est l'interface entre des modèles d'IA et des données de neuroimagerie, donc des données d'activité du cerveau. J'ai travaillé pas mal sur le langage, donc j'entraînais des LLM pour mieux comprendre le cerveau humain. C'est-à-dire quand je te parle, quelle région de ton cerveau s'active. En l'occurrence, ça m'a permis de d'identifier dans le cerveau des régions qui étaient impliquées dans le traitement de la syntaxe, donc la compréhension de la structure des phrases, la compréhension de la sémantique, donc quelles zones de ton cerveau vont s'activer pour comprendre les mots, pour comprendre les phrases. Je fais aussi ce qu'on appelle du decoding. Cette fois-ci, c'est l'opération inverse. C'est-à-dire c'est un humain, en l'occurrence, qui joue à un jeu vidéo dans une IRM. Et à partir de ces activations cérébrales, donc des images de son cerveau, j'étais capable de reconstruire la vidéo du gameplay, donc du jeu vidéo que la personne avait devant les yeux. Donc même pour un chercheur qui bosse sur le sujet, c'est assez impressionnant, assez bluffant ce qu'on est capable de faire. Le coding, le langage naturel, l'apprentissage profond, tout ça est quasiment tombé dans dans le vocabulaire quotidien, Ouais. presque, on va dire. Tu aurais imaginé ça, toi, il y a 10 ans, toi qui étais un peu dans ta bulle, etc. Pas du tout. D'académie, de chercheurs et tout. Non, pas du tout. Je pense que j'ai fait la thèse au début, à la fois pour avoir les billes et la crédibilité technique sur le sujet, mais aussi, je l'avoue, un peu parce que j'ai un petit côté geek et j'adore résoudre des problèmes complexes. Pendant la thèse, j'avais toujours cette idée de monter le projet, de valoriser les technos qu'on développait, toujours partagé entre les neurosciences et l'IA. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les neuros, c'est trop tôt. Tu as différentes modalités. Tu as les EEG, tu as la MEG, tu as l'IRM. La MEG et l'IRM, c'est des machines qui te prennent une pièce entière. C'est l'ordinateur dans les années 50. Donc il y a clairement besoin d'une révolution techno pour pouvoir acquérir des données d'imagerie cérébrale et avoir des applications industrielles. Et ça fait 20-30 ans que c'est comme ça. Ça fait, c'est depuis que ça a été inventé. Okay. Et à côté, tu as l'EEG, qui sont des casques où on voit souvent plein d'électrodes sur le cerveau, une sorte de filet qu'on met sur la tête des participants. Il y a quelques boîtes qui ont été créées il y a, je pense, 10 ans, notamment Dream. Avec Hugo Mercier, exactement. qui s'est lancé depuis dans l'IA. Sur Twin, ouais. Et qui ont essayé justement d'industrialiser cette techno en compressant la techno d'acquisition à quelque chose qui soit plus portable, plus léger. Ça n'a jamais explosé. Disons qu'il y a des difficultés techniques qui sont très dures à outrepasser. Tu as quelques applications qui ont découlé, notamment sur du médical, la détection de biomarqueurs, mais ça n'a jamais réalisé le potentiel qui avait été anticipé pour cette catégorie. Ouais, donc en fait, tu m'expliques que, voyant pas forcément dans ton domaine du cerveau des découvertes et un go-to-market assez rapide, tu t'es dit, tu t'es pas non plus pris pour Superman en mode, nous on va le faire, on va y arriver tout seul. Tu t'es dit, il faut peut-être faire un pas de côté, là, et donc tu passes du cerveau, tu suis du cerveau pour faire court, aux data d'entreprise, quoi. C'était trop tôt. Et donc, je me suis dit, c'est pas moi qui vais inventer le hardware pour acquérir les images. Il y a un besoin au moins une dizaine d'années. Et en parallèle, c'était l'explosion de l'IA appliquée au langage. Avec les LLM, il y avait OpenAI, Anthropic, Google qui commençaient à exploser.
Et donc 2023, tu lances Neuralk. Et donc, moi, je me suis dit, la techno sur laquelle se repose CLLM, c'est la techno sur laquelle j'ai bossé pendant 4 ans. Je l'ai disséqué dans tous les sens. Je l'ai utilisé pour du texte, pour des images. Et, Tu sais ce qu'ils savent faire, et quasiment jusqu'où on peut les pousser, et tu connais aussi leurs limites. Exactement. Et donc, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, OK, c'est appliqué sur l'audio, l'image, du texte, la vidéo. Par contre, il n'y a aucune application de ces modèles sur de la donnée tabulaire. Et quand on prend donc des tableaux de données avec des lignes et des colonnes, quand on prend... En gros, un Excel, quoi. Exactement. Ouais. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la moindre décision qui est faite en entreprise, la moindre dépense, c'est une prédiction et qui va se baser sur des tableaux de données. Alors là, par exemple, quand une boîte veut prédire ses revenus, quand on veut prédire ses ventes, quand une banque veut prédire de la fraude, du risque, ou un hôpital, les pathologies, ou est-ce que le médicament va fonctionner, à chaque fois, chaque cas d'usage critique pour les entreprises, c'est un cas d'usage de prédiction à partir de données tabulaires avec des lignes, des colonnes, qui vont se baser sur des bases de données relationnelles, des Excel, des CRM, des ERP. Et c'est vraiment le cœur de ce qui fait vivre toute l'économie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 2 ans et demi, 3 ans... Avant que tu lances ta boîte. Exactement. Il n'y avait absolument rien du tout, aucune application de ces modèles de fondation sur les tableaux de données. Donc on a décidé de lancer Neuralk pour justement translater ce paradigme fondationnel, c'est les modèles de fondation, au tableau de données. Un modèle de fondation, pour rappel, c'est un gros modèle d'IA qui est pré-entraîné. Pré-entraîné, c'est-à-dire qu'on va l'entraîner pendant une certaine période de temps sur une quantité assez phénoménale de données. En l'occurrence, pour les LLM, c'est du texte qu'ils ont récupéré sur Internet. Pour les modèles de vision, c'est des images. Pour les modèles tabulaires qu'on développe, c'est des tableaux. Et pourquoi il n'y avait pas ces modèles de fondation à l'époque sur les données tabulaires? Pour 3 raisons. Première, c'est qu'il n'y avait pas de données disponibles sur Internet comme il y avait pour les modèles de langage ou les modèles de vision. Donc s'il n'y a pas de données, c'est difficile de pré-entraîner à l'échelle ce genre d'architecture. Parce que tu ne les partages pas. Parce que c'est la donnée critique des entreprises. Et donc elles ne partagent pas leurs ventes, elles ne partagent pas les transactions qui ont lieu. Enfin, si t'es BNP, tu partages tes résultats, mais en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées, détaillées. Du coup, ça ne permet pas d'aller dans la métrique agrégée au plus haut niveau qui soit. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose qui va être faisable à partir de ça. Tu peux rien en faire. Voilà, c'est plus de la donnée brute, quoi. C'est de la donnée hyper raffinée. Voilà. Ce qui est utilisé, faire la prédiction d'entreprise, ça va être la donnée au plus bas niveau possible. Après, ça dépend du cas d'usage. Tous les signaux faibles et toute la donnée brute, quoi. Un exemple... Par exemple, les retailers, ils ont besoin, ils reçoivent tous les jours des milliers, voire des dizaines de milliers de nouveaux produits de la part de leurs suppliers, leurs fournisseurs. Et ils doivent catégoriser ces produits pour savoir où les mettre sur leur site ou dans les magasins. S'ils ne sont pas capables de les catégoriser, ils ne peuvent pas les vendre. Et s'ils ne les vendent pas, ils perdent de l'argent. Ils perdent des millions chaque année à cause de ça. Comment on catégorise? Aujourd'hui, c'est fait à la main. Nous, avec notre modèle, on peut partir d'observations qu'on a sur chaque fiche produit, donc un titre, une description, des attributs, et utiliser ça pour prédire la catégorie dans la taxonomie du retailer, qui change en fonction du retailer, prédire si c'est un téléphone, un Apple 12, si c'est un Samsung ou autre. Et donc être capable de mettre en ligne les produits, et pas qu'ils s'accumulent en backlog et qu'ils ne soient pas vendus, très rapidement. Un autre exemple, ça pourrait être du credit scoring. Donc, être capable de prédire s'il faut faire un prêt à cette personne ou si c'est très risqué, il y a de grandes chances qu'elle ne rembourse pas le prêt a posteriori. Et donc, pour ça, il y a un certain nombre d'informations que l'entité a sur chaque individu, sur les prêts qu'ils ont pris précédemment, sur ses revenus, sur est-ce que les anciens prêts ont été remboursés, etc., qui permettent de construire des modèles prédictifs qui vont attribuer un score de risque et dire si oui ou non ils vont effectuer le prêt. Et toi, tu vas être plus pertinent que les acteurs, les experts de ce secteur, des United, des Alma qui sont venus avant toi ici? La techno qu'on développe, c'est une techno vraiment fondationnelle. Vraiment, c'est l'équivalent pour les tableaux de ce que développe un Anthropic pour le code ou un OpenAI pour le texte. Ça va complètement changer
la façon dont les entreprises font de la prédiction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une entreprise qui fait de la prédiction, elle va mettre 2 à 7 personnes sur le cas d'usage prédictif. On va couvrir le data engineer, le data scientist, le DevOps, la personne métier, etc. pour sourcer la donnée, la préparer, extraire ce qu'on appelle des features du signal de cette donnée, entraîner des modèles de machine learning sur cette donnée pour qu'ils apprennent à prédire, les évaluer, les déployer, monitorer la performance dans le temps, et dès que la performance diminue, parce que généralement la donnée change, les patterns d'achat changent, les patterns de fraude évoluent, il faut recommencer et réentrer. Donc ça veut dire des mois de travail et des centaines de milliers d'euros mobilisés. C'est des budgets à 6 chiffres, ouais. entre plus de 500 000 à chaque fois pour construire le cas d'usage. C'est des timelines. Ça peut être obsolète au bout de quelques mois. Après, il faut le maintenir. Et généralement, c'est encore un budget à 6 chiffres chaque année. Okay. Ça prend 6 mois pour construire et ça te mobilise des ressources assez phénoménales. Et avec Neuralk alors? Et avec nous, grâce à notre infrastructure prédictive, c'est plus qu'une API qui peut être soit hébergée par Neuralk, alors là, il n'y a plus rien à prendre en charge, soit déployée, hébergée par l'utilisateur final. Il n'y a plus qu'une seule API, un seul modèle auquel on vient connecter ces sources données brutes. Donc, il faut voir tous les data lakes. Ça peut être directement les S3 sur AWS, les BigQuery sur Google, ça peut être Databricks, Pigment ou autre. On connecte ces bases de données. La donnée va dans le modèle ressort les prédictions. Et après, les data scientists peuvent se concentrer sur l'activation de ces prédictions pour générer la valeur pour l'entreprise. Avec quelle fiabilité tu la mesures comment? C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on mesure la performance des modèles d'IA? Les LLM, il y a eu plein de benchmarks, tous aussi plus complexes que les autres, pour comprendre quel a été le meilleur modèle. Et généralement, ils sont relativement décorrélés de l'expérience utilisateur finale. C'est pour ça qu'il y a eu un moment un LLM Arena où des LLM généraient des réponses et après, les humains votaient pour celle qui lui semblait être la meilleure, ce qui permettait d'avoir un retour beaucoup plus proche de la réalité et s'assurer quel modèle était meilleur que l'autre. Pour la donnée tabulaire, ce qui se passe, c'est qu'on fait généralement des benchmarks sur des datasets. Datasets qui vont refléter des cas d'usage qu'on va retrouver en finance, des cas d'usage qu'on va retrouver en retail, qu'on va retrouver en santé. Donc on a sorti l'année dernière, on a sorti la deuxième version de notre benchmark il y a quelques semaines, qui s'appelle TabBench, pour Tabular Benchmark, qui est accessible sur Hugging Face. Il y a plus de 189 datasets qui couvrent 8 industries, il me semble, de mémoire, et qui permet justement de comprendre comment les modèles vont se comporter les uns par rapport aux autres sur des cas d'usage qui vont être spécifiques à certaines industries. Ça permet d'avoir une vue assez exhaustive de comment ces modèles fonctionnent. C'est toujours à prendre avec des pincettes, dans le sens où chaque dataset est unique. Et nous, la façon dont on travaille avec nos clients, c'est que pour chaque client, on va construire un benchmark privé sur sa donnée qui va lui assurer que le modèle qu'il a et tous les upgrades qui pourront être poussés dans le futur améliorent la performance. Et donc, en moyenne, tu vas améliorer, de combien? Enfin, ça marche comment là? Alors ça, c'est une fausse question, parce que il n'y a pas de généralité à tirer. Ce que je te disais, chaque dataset est unique. Ouais. 0,1%... Où est-ce que tu es meilleur? Alors, demandez autrement. 0,1% d'incrément sur la détection de fraude chez un Mastercard, c'est ça peut faire beaucoup d'argent. à des milliards par année. 3% de meilleure prédiction de panier chez un retailer, ce sera beaucoup plus complexe de monitorer l'impact sur le PNL que ça peut avoir. Donc, on privilégie aujourd'hui des industries où il y a un rapport beaucoup plus direct entre la prédiction, la qualité de la prédiction qu'on fait et l'impact sur le PNL de l'entreprise. Okay. Ça, on est sûr que si on gagne X points, il y a un impact conséquent sur le PNL de la boîte. Donc, tu adresses qui alors en premier? C'est qui tes premiers clients depuis 2023 là? Les industries sur lesquelles on se focus, ça va être les FSI, donc les institutions financières, les boîtes dans l'énergie. Donc, c'est là où on met le plus d'efforts. Et après, on a un certain nombre de cas d'usage avec des entreprises dans les télécoms pour prédire notamment du churn, prédire des volumes de charge sur les antennes. Okay. On peut faire la maintenance prédictive aussi
sur des entreprises de logistique. Quand tu parles d'énergie, c'est quoi? C'est par exemple, effectivement, en fonction de la météo, tu vas dire, bah tiens, il va y avoir j'en sais rien, votre parc hydraulique ou parc solaire qui va être sollicité, ça aura telle ou telle conséquence. Ça peut être sur la charge du réseau, à quel point la demande en électricité, par exemple, va varier dans le temps. Ça peut être sur la maintenance prédictive sur certaines machines, pour savoir quand et comment on va déployer les ressources, ce qu'on appelle les field operations, pour régler le problème et minimiser les coûts. La prédiction de churn, par exemple, une boîte dans l'énergie, en l'occurrence une avec qui on travaille, elle a 1,5% de churn, ce qui fait qu'il y a des pertes qui sont assez conséquentes quand tu as une base de clients qui a plusieurs dizaines de millions. Et il y a un intérêt à identifier très précisément les clients qui ont un potentiel de churner pour essayer de les activer, les garder. Et par exemple, ça revient à les appeler, proposer un discount et faire en sorte qu'ils restent et qu'on ne les perde pas sur le long terme. Et donc, être capable, on pourrait se dire, OK, il suffit d'appeler toute la base client, leur proposer la même chose. Impossible. Et ça va coûter une fortune en plus. Ça va coûter une Si fortune. tu proposes à tout le monde 100 ou 200 balles par an et que tout le monde va accepter. Et c'est surtout qu'il faut les humains qui passent du temps pour appeler. Un, c'est impossible. Et deux, oui, ça va coûter une blinde. Donc, il faut réduire ça au minimum. Et en même temps, si on réduit, on va être sûr d'identifier les bons. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu à la fois à couvrir le plus grand nombre de personnes et en même temps à cibler sur ceux qui ont le plus haut potentiel de churner. Ok. Donc, toi qui es passé par la détection des maladies sur les plantes, qui peut paraître abstrait, c'est quand même très concret, mais je veux dire, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Et visiblement, toi, tu t'es pas embarqué, notamment parce que tu n'as pas trouvé d'équipe à constituer, tu nous as dit. Les travaux sur le cerveau, tout ce qui se passe, comment mieux le comprendre, comment traiter les maladies liées peut-être au vieillissement, etc. Alors là, effectivement, un truc hyper concret de attention EDF ou quel autre opérateur. Vous avez 140 000 personnes en risque là sur l'été ou l'automne 2026 et donc il faut en appeler X%. Quoi. Ouais, c'est un des... Je sais pas si tu as eu l'occasion d'interviewer beaucoup d'anciens thésards, doctorants. Une des choses qu'on voit beaucoup quand nous on essaie de recruter aussi des docteurs, c'est la frustration en thèse du manque d'application des travaux qui sont faits. C'est souvent très théorique, très abstrait, très décorrélé d'utilisateurs finaux. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui vont rejoindre des projets très tech, où ils savent que les développements technologiques qu'ils vont être amenés à faire vont être appliqués et vont vraiment avoir un usage et pas rester une publication qui va moisir dans un coin d'Internet. Tu te sens utile, tu as un impact, le mot est galvaudé, mais là c'est très clair dans ton explication. Et derrière même, ça sert des gens, il y a du ROI, tu l'as très bien expliqué. Tu as cité tout à l'heure, Pigment, les Français ont une vraie connaissance, efficience dans ces domaines-là. On pourrait citer aussi Dataiku, qui est venu comme Pigment d'ailleurs avant toi sur Tech45 décidément, donc plateforme qui aide à construire tous ces modèles d'orchestration. Tu semblais dire que donc avant Neuralk, avant vous, il n'y avait pas de prédiction dans toutes ces propositions là, quoi. C'était de l'analyse quelque part du passé, quoi, ou du présent. Non, il y a de la prédiction, mais toutes les boîtes qui font de la prédiction, elles prédisent comme il y a 10-15 ans. C'est-à-dire que c'est toujours cette équipe de 5 qui a passé 6 mois avec des algos basés sur des arbres de décision. Donc on va retrouver ce qu'on appelle les random forest, des XGBoost et tous les variants, et des régressions linéaires. Et je ne connais pas tout ça, moi. C'est du chinois pour moi. C'est des algos relativement classiques et standards. Et pour les plus aventureux, quelques réseaux de neurones pour aller pousser les performances. C'est ce qu'on appelait la BI il y a 20 ans ou pas du tout? La BI, c'est vraiment c'est généralement plus de la visualisation. C'est-à-dire que c'est de la descriptive analytics, les analyses descriptives. C'est-à-dire qu'on agrège l'information passée et ça permet du coup de voir quels ont été mes revenus, quelles ont été mes ventes. Mais c'est plus comprendre ce qui s'est passé. Exactement. C'est regarder le passé, là où nous on regarde le futur. C'est-à-dire qu'on utilise l'historique passé pour prédire comment
comment le cours de certaines variables va être impacté et changé dans le futur. Mais du coup, avec d'autres data, parce que sinon, c'est le même système, encore une fois, que tes concurrents. Non, pas du tout. Non, c'est que Comment tu fais pour... c'est juste deux systèmes complètement différents qui utilisent les mêmes données, mais pas pour faire la même chose. Vraiment, les outils de BI, Tableau, Business intelligence, ouais. ça te fait des plots avec les données passées. Nous, on utilise les patterns dans la donnée passée pour créer un modèle sous-jacent. C'est ça la prédiction, c'est créer un modèle de comment chacune des variables varie dans le temps. Et grâce à ce modèle, qui est entraîné sur l'historique passé, on peut faire des prédictions de ce qui va se passer dans le futur. Et ça, oui, c'est dopé par définition à l'IA. C'est-à-dire que tu n'aurais pas lancé ça pré-ChatGPT, quoi. Notre approche, c'est de doper à l'IA. Mais c'est pas des LLM. Et c'est pas des LLM. C'est peut-être juste pour terminer sur le point d'avant. Vas-y. Les modèles de ML classiques, c'est des approches très standards qu'il faut réentraîner à chaque dataset. Et donc, on se retrouve avec un modèle à chaque fois qui est spécifique à une question sur un jeu de données. Pour peu que je change un peu la question, que je change le jeu de données, on perd en fiabilité et tout ça. Voir ça marche pas. C'est pas qu'on perd en fiabilité, c'est que ça marche plus du tout. Okay. Et il faut tout recommencer. Notre modèle, ça se base sur une approche fondationnelle. Donc, pareil que pour un LLM qu'on va pas réentraîner à chaque usage, qu'on va juste prompter avec du langage naturel pour le contextualiser et faire en sorte qu'il nous génère le texte qu'on souhaite. Nos modèles de fondation, on va les contextualiser. Ils ont été pré-entraînés une fois chez Neuralk sur des milliards de jeux de données. Et lorsque notre client va l'utiliser pour son cas d'usage de credit scoring ou de churn, il va lui donner un certain nombre de lignes qui correspondent à ce qu'on appelle un prompt tabulaire. Ce n'est pas du langage naturel comme avec un prompt avec un LLM. C'est des lignes d'un tableau pour lesquelles on a déjà le label, donc la valeur cible à prédire, qui va permettre au modèle de se contextualiser, de comprendre quels sont les patterns, les associations, les relations entre les différentes colonnes, entre les différentes lignes, et ce qui va lui permettre de réutiliser ces patterns associatifs pour prédire sur toutes les lignes pour lesquelles on n'a pas la valeur cible à prédire. Et derrière, ça permet en un call API, en quelques secondes, d'avoir une prédiction sur son jeu de données, sans avoir à réentraîner un modèle. Et si je change mon jeu de données, si je change la question, j'ai juste à changer le contexte. Donc j'envoie la data, je récupère une nouvelle prédiction. Tu me confirmes donc que ChatGPT, Claude et consorts sont aveugles aux données tabulaires, donc à tout ce qu'utilisent toutes les grosses boîtes, donc les Salesforce, SAP, etc. Alors je dirais pas qu'ils sont aveugles aux données tabulaires, ils sont pas designés pour interagir avec des données tabulaires. Donc ils peuvent, via faire ce qu'on appelle du text to SQL, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés à prendre une requête en langage naturel et la convertir en une requête SQL, qui est un langage de programmation qui permet de faire de la BI, donc faire de la visualisation. Ils peuvent interagir avec des tableaux de données et récupérer de la donnée plus ou moins bien. Par contre, ils sont incapables de faire de la prédiction. Pourquoi ? C'est parce que ton LLM, ton modèle de vision, il mémorise des distributions. Quand il répond à une question, en fait, derrière, ce qui se passe, c'est qu'étant donné une séquence de tokens, donc de mots, de sous-mots, ils vont générer quel est le token le plus probable qui suit cette séquence. Le chien court, le mot le plus probable derrière, ça va sûrement être dent. Et si on continue, le jardin, etc. Donc c'est un modèle de langage, ça fonctionne comme ça. Ça mémorise une distribution de données, qui est la distribution de données de tous les textes linguistiques qu'il a pu voir pendant son pré-entraînement. Les modèles qu'on développe, ils mémorisent aucune distribution. Ils apprennent à reconnaître des structures, des patterns. Ils font ce qu'on appelle du meta-learning, c'est-à-dire qu'on leur a appris à apprendre. Et c'est exactement ce qui se passe quand un client leur envoie leur jeu de données. Il reçoit le contexte, donc les lignes déjà labellisées. Il apprend dessus. Il apprend pas il se met pas à jour, mais il se contextualise. Il apprend, quels sont les patterns associatifs qui font sens pour faire une prédiction sur ce jeu de données. Quand je prédis le churn ou quand je prédis de la fraude, il va reconnaître, par exemple, étant donné ce contexte, le montant et la localisation de la transaction sont des observations très importantes pour savoir si c'est de la fraude ou pas. Mais chaque use case est différent. Donc, par exemple, si je fais du prédiction de churn,
on n'a plus un montant ou une géographie qui va être associée. Par contre, l'âge du consommateur et est-ce qu'il achète tous les mois sa fréquence d'achat vont être des observations très importantes pour prédire si oui ou non il va réacheter la semaine suivante. Si tu bosses avec Auchan, avec Leclerc, avec Miracle, Ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant grâce à ta startup qu'ils ne pouvaient pas faire avant? On- Qu'est-ce qu'ils font mieux? Ouais, avec les entreprises dans le retail, on a mis l'accent sur la catégorisation de produits. Donc, c'est le use case que je te décrivais tout à l'heure, c'est la capacité à, étant donné un catalogue produit avec un titre, description et quelques attributs, à mettre le produit, la fiche produit dans la bonne boîte, la bonne catégorie, pour derrière que toute la supply chain et la gestion et la mise à disposition sur le site et dans les étals du magasin soient bien faites. On travaille aussi sur des cas d'usage de prédiction de churn, de credit scoring. On itère aussi avec quelques hedge funds pour faire de la prédiction de next open equity direction. Donc, c'est-à-dire, est-ce que mon cours de bourse va aller à la hausse ou à la baisse lorsque le marché va s'ouvrir le lendemain. Voilà, il doit y avoir pas mal de monde là-dessus. Là. C'est le cas d'usage le plus complexe. Ouais. Et il y a beaucoup de recherches Et qui... potentiellement le plus juteux là. Parce qu'ils Euh, peuvent, vu les sommes en jeu, ils peuvent payer très cher une solution qui, comme tu disais tout à l'heure, va leur faire gagner Après, quelques pouillèmes, là. après les marchés, c'est la taille du contrat fois la taille le nombre d'acteurs sur le sujet. Disons que ces cas d'usage de trading, c'est effectivement des cas d'usage potentiellement très juteux, très techniques et très riches en enseignements sur comment améliorer le modèle, tant pour ce cas d'usage-là, mais tous les learnings qu'on apprend en fait nous servent pour améliorer le modèle sur d'autres cas d'usage. Qu'est-ce que tu ferais, admettons, genre, sur SpaceX, tu vois, qui, quand on enregistre, était passé à, je sais pas, de 135 là, ou 130, le prix de l'action quand ça a été déterminé, à 225 au plus haut. Et puis elle est retombée sous son cours d'intro parce qu'elle avait coûté dès le premier jour, au mois de juin, tu vois, autour de 150. Comment, si je te demandais, tiens, bah, d'ici demain, débrouille-toi, analyse ce qui est public, Alors, comment ça va ouvrir, en hausse ou en baisse, SpaceX? Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment du B2B et on travaille sur la donnée du client. Donc, c'est-à-dire que nous, on met à disposition cette plateforme prédictive qui est un modèle fondationnel totalement agnostique de l'industrie, du cas d'usage ou du dataset. C'est-à-dire que c'est au client de venir avec ses données. D'accord, c'est Et- lui qui va nourrir ton modèle. Exactement, c'est au client Toi, tu de... vas pas aller scraper marketwatch.com ou je sais pas quoi pour regarder ce qui se passe. Exactement. Le client arrive avec ses données et nous, on lui sert une infrastructure prédictive pour que lui puisse prédire à l'échelle. Ça coûte combien? Enfin, comment tu te rémunères? C'est du On- SaaS On a des contrats annuels ou pluriannuels. Généralement, c'est des plutôt gros contrats qui couvrent le déploiement de la plateforme chez le client, un accompagnement avec des ingénieurs qu'on déploie et potentiellement des research scientists qui peuvent aider à consolider les performances du modèle sur les cas d'usage spécifiques du client. Et Quelles métriques tu peux nous partager sur Neuralk? quelles 3 ans après. métriques? Quelques métriques d'usage. Alors, j'ai parcouru les chiffres hier, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout en tête. On a plusieurs centaines de milliers de prédictions qui sont faites par mois. On a plusieurs centaines de grands comptes qui sont inscrits sur notre plateforme. Quand tu dis inscrit, c'est-à-dire tout le monde paye ou il y a une version C'est un mélange. freemium? C'est un Ok. mélange. On a On une peut API. tester gratuitement quand même. On peut tester gratuitement. Bien sûr, il y a des limitations en termes d'usage. Normal. Sinon, on se mettrait à redistribuer gratuitement du GPU à tout le monde. Tu m'étonnes. Mais en termes d'usage, on a développé un certain nombre de façons de consommer notre modèle, qui peut paraître assez ésotérique, décrit comme ça jusqu'à présent. Alors, on a bien sûr ce qu'on appelle un SDK. Donc, c'est une librairie de code qui permet à n'importe quel profil très technique d'aller interagir soit via ce qu'on appelle des notebooks, soit via son terminal, donc la façon dont procède généralement un data scientist ou un ML engineer, directement avec le modèle. On a un serveur MCP qui va permettre à n'importe quel agent, à Claude, à ChatGPT, Mistral ou autre, d'interagir avec notre plateforme. En l'occurrence, ça permet de poser une question, prédis-moi la popularité des
C'est des repos GitHub. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est GitHub. Quand même. Quand même ça. Prédis-moi la popularité de ces repos de code sur GitHub. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un accès à la donnée. Et derrière, Claude, en l'occurrence, va être capable de mettre en place différentes stratégies de préparation de la donnée, d'envoyer tout ça, toutes ces données préprocessées à notre modèle et de récupérer en quelques secondes les performances et donc de conclure en l'espace d'une minute sur quelle est la meilleure stratégie de préparation de la donnée, quels sont les scores de performance qu'on obtient et au passage de générer un certain nombre d'insights sur comment améliorer les performances, quelles recommandations d'amélioration de la data en entrée sont à considérer. Et donc ça change complètement à la fois les timelines de livraison des projets de data science. Ça permet aussi d'améliorer la qualité des prédictions. Et donc, qui dit meilleure qualité prédictive, dit meilleurs outcomes. Et qui dit meilleurs outcomes, c'est généralement des millions, des milliards de généraux en plus par entreprise. Et enfin, la dernière façon de consommer le modèle, c'est un plugin Excel. Et là, on s'adresse à une toute autre catégorie d'utilisateurs qui traitent généralement de la donnée financière dans des Excel. Typiquement, quand on fait son plan comptable, l'idée, c'est qu'on soit capable de faire des prédictions sur quel va être mon revenu dans les mois qui vont venir, sur la prochaine année, quelles vont être mes ventes, comment mon nombre de têtes va augmenter au cours des prochains mois. Dans un monde instable, comme on connaît depuis quelques temps, là, ça doit être, j'imagine, assez demandé. Ton million d'ARR, le premier million d'ARR, vous l'avez passé quand ? On ne communique pas sur nos revenus. Ok. Mais, je t'ai pas demandé combien tu faisais, je t'ai dit quand est-ce que tu l'avais passé, le premier million. Mais ça donne pas mal de... Bon. Ça serait trop déjà. Ok, c'est super, parce que t'es sur un métier, un secteur hyper concurrentiel, quoi. Il y a... non, c'est un vrai océan bleu, dans le sens où nos plus grands concurrents aujourd'hui, et dans les temps à venir, ça reste les modèles classiques open source et qui sont utilisés depuis 10 ans au sein des entreprises. Okay. Et donc, il y a tout à faire. Okay. On est extrêmement bien placé pour aller capturer ce marché qui est juste gigantesque, parce que toutes les entreprises, sans aucune exception, elles agrègent cette donnée structurée, et cette donnée structurée peut alimenter un certain nombre, et des dizaines de cas d'usage qui va permettre de prendre des meilleures décisions stratégiques pour l'entreprise. Tu penses que pour toi, c'est la prochaine vague IA, enfin que là, on va peut-être se calmer avec les LLM, parce que notamment les modèles chinois, il y a DeepSeek, mais pas que, qui semblent un peu prendre le lead et commoditiser, tu vois, tous ces services-là, et que toi, ce pas de côté là sur le B2B, le tabulaire, on va dire l'Excel dopé à l'IA, pour faire court, pour faire simple, c'est le next big thing, quoi. Faut voir les LLM vraiment comme une bulle à part, dans le sens où la capacité à comprendre, visualiser très facilement l'output de ces modèles. Tout le monde comprend ce que c'est qu'une image, tout le monde comprend du texte qui est généré, là, a créé vraiment une hype et un usage par les individus très fort. Par contre, les premiers vrais usages en entreprise de ces modèles, ça fait 6-8 mois, fin 2025. C'est extrêmement récent. Et sur les 3-4 dernières années, c'était plus de 95% d'époque des tests avec les entreprises qui échouaient parce que la techno n'était pas assez mature, parce que les cas d'usage étaient trop compliqués. Et donc, le tabulaire, c'est une techno au potentiel disruptif tout aussi fort que les LLM. Je l'éloignerai quand même de par ce que je disais au tout début de l'interview sur l'accès à la donnée d'entraînement. C'est la donnée de synthèse qui doit être générée pour entraîner ces modèles. Le fait qu'il y a des baselines très fortes, le LLM, il n'y avait absolument rien avant. Donc c'est très facile de faire un bel effet quand on se compare à rien du tout. Sur le prédictif, il y a des humains qui faisaient de la data science avec des modèles classiques depuis 10-15 ans. Et enfin, comprendre une prédiction. Si je te donne une ligne d'un tableau prise au hasard et je te demande de me dire si la prédiction elle est OK étant donné les observations, tu vas avoir du mal. Et n'importe quel humain aura du mal. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui va demander beaucoup de temps. Je pense que les catégories qui se rapprochent le plus, ça serait la robotique.
ça serait l'autonomous driving. Donc, c'est des catégories immenses avec un potentiel juste gigantesque, mais pour lesquelles il n'y a pas de données d'entraînement. Donc, c'est des catégories où il faut synthétiser sa propre donnée. C'est pour ça qu'on va utiliser des humains pour créer de la donnée de robots, qu'on va utiliser mettre des propres... Pour être autonome, quand tu t'appelles Tesla, tu as quand même des millions et des millions d'heures de... Ouais, c'est ça, mais du coup, on génère de la donnée. Il n'y a pas de la donnée qui est à disposition et qu'on peut utiliser out c'est of la the tienne, shelf. Proprio. Ouais, Exactement. T'as raison. Et c'est là où il y a un vrai moat, un vrai edge compétitif qui est autour de la donnée, à la différence du compute. On arrive sur la fin, Alexandre. Meilleur souvenir chez Neural, tu dirais que c'est quoi? C'est une question, en 3 ans. C'est une question difficile. C'est un peu comme quand on demande quand est-ce que tu étais heureux. Je pense que c'est pas un point dans le temps, c'est plutôt quand on regarde a posteriori, se rendre compte de tout ce qu'on a accompli sur le temps qui s'est écoulé. C'est de voir la belle équipe qu'on a construite, c'est de voir les super résultats qu'on a déjà obtenus, se dire qu'il y a quasiment personne qui sait faire ce qu'on sait faire sur la planète, qu'on est à l'état de l'art et qu'il y a encore tout à faire. Ta plus grosse erreur, à l'inverse, ce serait quoi? Tu dis là, on s'est planté, ou si c'était à refaire, je le ferais différemment. La plus grosse erreur, c'est une bonne question. Je pense que tous les entrepreneurs font plein d'erreurs et qu'on apprend très vite. Je pense que l'objectif, c'est de se relever très vite et d'apprendre très vite de ses erreurs. Je dirais, c'est de ne pas avoir été plus vite aux US. Là, on est en train de mettre... un très gros coup d'accélérateur pour aller chercher le marché américain. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire très vite. En tout cas, c'est le conseil que tu donnerais aussi à ceux qui t'écoutent. Ouais. Tu peux prendre conseil, toi, avec tes propres business angels. Hein. Je vois que tu as Thomas de Gingface, Jean-Louis de Gladiat qui vient de vendre sa boîte. Donc voilà, tous dans l'IA et qui sont à Miami, à New York, à San Francisco. Super, merci beaucoup Alexandre. Tiens, une personne qui doit venir après toi, ce serait qui? Ryan, CEO de Pruna. Ok. IA aussi donc? IA, ils font de la compression de modèles. Il sera bien mieux pitché Pruna que moi, mais ils ont développé une très belle techno, très belle équipe et je le conseille à 100%. Alexandre Pascu, on te suit donc, je sais pas, par exemple sur LinkedIn, avec Neuralk qui était donc aujourd'hui sur T45 à découvrir et à suivre évidemment dans les prochains mois. Merci à toi. Merci à toi.